Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20 à la une. Elle est passée par Valenciennes. La Coupe du monde de football féminin fait le tour des stades qui accueilleront les meilleures équipes à partir du 7 juin pour un mois de compétition. Jean-Pierre Papin accompagnait le trophée. Notre reportage. Les capitaines de toutes les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 porteront un brassard arc-en-ciel pour dire non à l'homophobie en cette journée mondiale. Les insultes et comportements déplacés n'épargnent pas le sport, nous le verrons. Les élections européennes, les têtes d'affiche poursuivent leur visite dans la région. Comment se passe la campagne en Belgique? Nous nous attarderons aussi dans notre Askip du jour sur une liste 100% nordiste qui étonne et nourrit quelques mystères. Carnet de campagne dans ce 19-20 avec Hélène Tonnelier. Il est peut-être le plus lillois des chanteurs néerlandais. Dick Annegaarn revient à Lille pour le festival Oisem l'accordéon. Concert demain avec Arnaud. Dick Annegaarn sera notre invité sur ce plateau. Elle a donc été présentée quelques heures aux Valenciennois la Coupe du monde de football féminin. Le trophée a 20 ans, comme la compétition. Il est en France pour la première fois et pour marquer le coup, Jean-Pierre Papin l'accompagnait. Le stade du Hainaut, je vous le rappelle, accueillera 6 matchs. Mathilde Kaczowski, Bruno Espalieu. Il est l'objet de toutes les attentions. Le trophée de la Coupe du monde féminine. Le temps de quelques heures, le Graal est présenté aux Valenciennois. Une chance énorme pour une ville comme Valenciennes d'accueillir le trophée et même d'accueillir des matchs. C'est un grand plaisir, on va être vu par le monde entier. Dans moins d'un mois, la Coupe du monde débutera en France dans 9 villes. Valenciennes est l'une d'entre elles. 6 matchs se joueront au stade du Hainaut. Pour célébrer l'événement, Jean-Pierre Papin, l'attaquant vedette des Bleus et ancien joueur à Valenciennes, a fait le déplacement. Valenciennes, c'est une terre de football. Il y a un nouveau stade qui est juste magnifique. Donc il y a tout pour. Donc moi je ne suis pas inquiet. Franchement ici ça va se passer très bien. Vous gardez quel souvenir de Valenciennes vous? Que des bons. Moi j'ai adoré vivre ici. Mes parents, j'étais avec mes parents, on était bien et rien ne se dessinait à ce qu'elle allait se passer plus tard. Mais c'est ma jeunesse tout simplement. Originaire de Boulogne-sur-Mer, le Ballon d'Or 91 est une figure régionale. Rencontrer son idole, c'est des sensations bizarres. Le fait de le rencontrer aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, on va dire. Enfin, moi, je jouais beaucoup à FIFA, les jeux de console. Et je prenais tout le temps le 11 de légende et JPP était présent dans cette équipe. Il est quand même Ballon d'Or, un très grand buteur, équipe de France, et puis toute sa carrière. Non, c'est quelque chose. Lui, évidemment, ne ratera pas l'événement. Le maire de Valenciennes se prépare déjà à la venue de nombreux touristes. On a 17 000 Néerlandaises et Néerlandais qui vont débarquer, 15 000 Allemandes et Allemands qui vont venir. Et donc forcément, ce sont des gens qui vont circuler dans la ville. Les hôtels sont pleins, ils vont rester, ils vont, je l'espère, consommer. J'en suis même quasiment sûr. À Valenciennes, le premier match est programmé le 9 juin. Pendant un mois, 24 équipes vont s'affronter. Reste à savoir si la France remportera la coupe. Belle question, on l'espère en tout cas. Ce vendredi 17 mai marque la journée mondiale contre l'homophobie. La Ligue de football a lancé un plan d'action dans les stades où les insultes fusent régulièrement en tribune. Le club lensois a même été sanctionné récemment. Maïna Sikarkras et Jean-Pascal Crinon. Il a spécialement fait le déplacement de Paris pour sensibiliser les supporters du RC Lens. Julien Pontes fait partie de Rouge Direct, un collectif qui lutte contre l'homophobie dans les stades. Quand on regarde le sondage qui est paru le 30 mars dernier, on voit que 65% des supporters eux-mêmes souhaitent que les chants homophobes soient sanctionnés dans les stades. Là, on est sur un tiers de supporters qui refusent de progresser, qui sont dans l'archaïsme et dans le conservatisme. Et c'est pour ça aussi qu'il faut dialoguer. Un dialogue auquel la presse n'est pas invitée. Contacté, le RC Lens n'a pas voulu s'exprimer. Au cœur des débats, une vidéo postée au mois d'avril après le match Lens-Valenciennes. La commission de la Ligue de football professionnel sanctionne ces chants. Le RC Lens a été puni d'un match à huis clos ce soir, avec sursis de la tribune Marek et 50 000 € d'amende. Interrogés, les avis des supporters lensois sont partagés. C'est pas parce qu'on dit PD dans un stade de football que forcément c'est une homophobie. Enfin, ça devient totalement un délire. Hein. Pour moi, c'est un mot usuel. Bon, c'est dans le vocabulaire. Bon, il est peut-être un peu vulgaire, mais c'est pas du tout de l'homophobie. Pour moi, c'est homophobe. Hein. Ouais. Je trouve ça scandaleux. Ouais. Ça devrait pas exister dans un stade de foot. Symboliquement, ce soir, les capitaines d'équipe du RC Lens et d'Orléans joueront avec un brassard arc-en-ciel aux couleurs de la communauté LGBT+.
Et cette soirée au Stade Bollaert de l'Élysée, vous le savez, elle est décisive pour l'avenir du Racing, Ligue 2 ou Ligue 1. Bonsoir Sofiane Essaoui, la victoire est impérative, pas de calcul. Oui Céline, on peut le dire, c'est le match de la dernière chance pour les Lensois. Les enjeux sont énormes ce soir, il s'agit d'une place pour les barrages, dernier espoir de passer en Ligue 1. Alors évidemment, on attend beaucoup de monde ce soir pour soutenir cette équipe, plus de 30 000 personnes très probablement. Cette dernière journée de championnat promet donc d'être un record d'affluence pour le Stade Bollaert cette saison. Alors oui, l'ambiance elle sera au rendez-vous et on espère que cela sera suffisant pour que l'équipe puisse continuer sur sa bonne lancée. Je vous le rappelle, le RC Lens a gagné ses 2 derniers matchs contre Clermont-Ferrand et Ajaccio. Et ce soir, il y a donc 2 possibilités. Ça peut être le dernier match de la saison ou le début d'un long chemin pour accéder en Ligue 1. Merci Sofiane. Donc Lens-Orléans, coup d'envoi à 20h45. Images et réactions demain dans le 12-13. Alors que le département du Nord sera à nouveau touché par un épisode de pollution demain à Bruxelles, les jeunes de la région et d'ailleurs continuent à manifester pour défendre la planète. Voyez cette nouvelle marche pour le climat. Comme tous ces derniers vendredis depuis 5 mois, avec un homme qui n'est pas passé inaperçu, le vieux chef indien Raoni, grand pourfendeur de la déforestation en Amazonie. C'est à lire sur notre site internet, le conflit duré depuis plus de 3 mois. Le zèle des douaniers terminé grâce à un accord trouvé. Les douaniers dénonçaient le manque de moyens pour gérer le Brexit. Tous les détails à retrouver sur hdf.france3.fr. Et c'est l'heure de notre journal de campagne consacré aux élections européennes le 26 mai avec Hélène Tonnelier. Bonsoir Hélène, on commence avec ce chiffre du jour que vous nous avez choisi. Et oui, c'est 3% comme le pourcentage que doivent faire les listes pour être remboursées de leurs frais de campagne. Alors les plus petites qui n'ont pas les moyens ou savent qu'elles ne franchiront pas cette barre s'organisent en proposant d'imprimer leur bulletin de vote depuis votre ordinateur. C'est le cas de la liste neutre et actif dont nous vous parlions lundi. Une liste menée par une femme jusque-là inconnue en politique, Cathy Corbet, une liste 100% nordiste et vous allez comprendre pourquoi avec Simon Colaon dans un skip. Vous savez quoi ? Parmi les 34 listes aux élections européennes, il y en a quand même une qui m'a interpellé. C'est la liste neutre et actif. Neutre et actif ? Mais ça veut dire quoi ? À ce qui paraît, cette liste est bizarre, vraiment très bizarre. Au départ, quand j'ai appris que c'était une liste 100% nordiste pour les européennes, je me suis dit soit c'est une blague, soit c'est des indépendantistes. Ou un truc du genre. Que nenni, officiellement, il s'agit d'une liste citoyenne sans étiquette. Et à vrai dire, un peu fourre-tout. Ah si, cette liste prétend vouloir lutter contre l'abstention. Ouais. Déjà, il n'y a pas de site officiel et en plus, le compte Facebook a été ouvert le 8 mai, soit moins de 20 jours avant l'élection. Bref, on a voulu en savoir plus. Du coup, on essaye de joindre la tête de liste, une certaine Cathy Corbet de Steinwerk. Et là, rien. Elle répond pas. D'habitude, les candidats, a fortiori ceux crédités de moins d'1% des intentions de vote, ils ne seront pas priés pour passer dans les médias. Et cette fois, rien. Vraiment, silence radio. Incroyable. Alors l'autre solution, c'est de joindre ses colistiers. Je tombe sur un gentil monsieur, un retraité handicapé, qui me dit qu'il ne connaît pas cette Cathy Corbet. Allez, on l'appelle. Alors comment ça s'est passé ? Il y a une dame qui est venue sonner avec plein de dossiers dans ses bras. Elle a demandé si elle pouvait rentrer et puis discuter qu'elle faisait partie, je ne sais plus trop quoi. Alors elle a demandé si je voulais bien mettre ma signature. Elle m'a expliqué que pour avoir les bras qu'il fallait, il lui restait encore 5 bonhommes à trouver. Moi je lui ai bien dit, écoutez, je veux bien me participer, mais moi je ne sais pas me déplacer, je suis sur l'oxygène. Oups. En fait, on en a appelé plusieurs. Et à chaque fois, c'est le même couplet. Des gens qui ont donné leur accord, mais qui ne savent même pas pourquoi ils ont signé. Certains pensent même qu'ils vont finir à l'Assemblée nationale. On parle des européennes. Rien à voir. Alors si on résume, 1, des responsables qui se cachent. 2, des colistiers qui se demandent ce qu'ils font là. Je sais pas vous, mais ça sent l'entourloupe. Je dis ça, je dis rien.
Voilà Hélène, alors pendant que Simon Colahun continue à mener l'enquête, on en revient à notre balai continu des têtes d'affiche dans la région. Et oui, ce soir, Bruno Le Maire ou encore François Asselineau sont dans l'Audomarois, de même que Damien Carême. Et cet après-midi, Nicolas Dupont-Aignan était à Berck-sur-Mer après un passage en Picardie. On l'écoute nous parler de son désir d'en finir avec l'Union européenne. L'Europe doit respecter les nations, c'est comme une copropriété, le syndic ne doit pas se mêler de tout. Moi je veux rendre le pouvoir, l'argent, les frontières à la France, ce qui n'interdit pas de travailler ensemble sur quelques projets industriels pour être fort face à la Chine et aux États-Unis. Je veux la fin de l'Union européenne pour qu'une Europe de projets comme Airbus puisse renaître. On parle des élections européennes en France, elles ont lieu évidemment en même temps en Belgique. Est-ce qu'elles suscitent, Hélène, un petit peu plus d'intérêt? Eh bien, pas forcément, Céline, mais ils seront en tout cas plus nombreux à se rendre aux urnes puisque le vote est obligatoire là-bas, mais aussi parce que dans le même temps, ils doivent voter pour les élections fédérales et régionales. L'ambiance est donc bien différente, comme l'ont constaté Ali Ben Bournan et Bertrand Terry. Rentrer en Belgique en période d'élection, c'est avant tout découvrir d'autres mœurs, une approche de la politique décomplexée, en quelque sorte, des panneaux plantés ou installés un peu partout et de la propagande qui trouve même refuge sur les voitures. On supporte nos candidats en affichant plus particulièrement les personnes que l'on a, mais bon, ils sont plus visibles comme ça, on met aux fenêtres et tout et on les supporte. Bon, le 26, on lui souhaite bonne chance, quoi. Côté affiche, on se lâche donc de l'autre côté de la frontière. Mais ici, comme en France, les élections européennes n'enflamment pas les foules, même si le vote est obligatoire depuis 1893. Il y a beaucoup de monde, oui. Mais nous, c'est ça. On se sent peut-être un peu loin, comme un peu tout le monde, mais ça nous intéresse en termes d'impact finalement sur notre quotidien. Le 26 mai prochain, les Belges voteront pour élire leurs représentants à Bruxelles. Le même jour, il faudra également voter pour les fédérales et régionales, l'une des explications qui fait que l'impact des européennes soit moins important. Il faut être clair, les gens sont bien peut-être plus intéressés par ce qui se passe autour d'eux et peut-être que les questions européennes paraissent plus éloignées pour les citoyens. Donc on ressent un petit désintérêt. On sent aussi que les citoyens sont obligés de voter, donc ils le font, mais pour les élections européennes, voilà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Le logo Europe noyé au milieu de toutes les autres affiches. Pas facile d'y voir clair quand on est électeur en Belgique. Merci Hélène, on se quitte quand même avec le tweet du jour. Et oui, on a choisi celui du communiste Éric Bocquet en ch'ti. Alors je vais le tenter. Chez ch'ti vont voir Yann Brossa et Marie-Hélène Bourlard à mot Cafouniette mardi prochain à Dnain pour meeting. On va saquer dedans jusqu'à dimanche pour gagner je vote avec nos dins s'il faut. Vous avez compris Céline, évidemment. Et moi je trouve que pour une Lorraine, vous en sortez quand même pas mal. Hein. Oui, j'ai compris. C'est gentil. En tout cas, si vous n'avez pas compris, c'est bien le géant Cafouniette qui sera au meeting de la tête d'affiche du PC à Denain mardi. Voilà. Le géant Cafouniette de Denain. Merci beaucoup Hélène pour ces carnets de campagne. On vous retrouvera lundi dans le 19-20. Allez, on file à Villeneuve d'Ascq à présent, puisque dimanche, eh bien, les 8 meilleurs clubs français disputeront la finale des championnats de France élite. Les meilleurs athlètes sont attendus, le perchiste Renaud Lavineni, le sprinter Jimmy Vico. On retrouvera aussi pour le club Lélois une figure qui compte, qui ne courra pas. Bonsoir, Pierre-Ambroise Boss, le champion du monde du 800 mètres qui sera à Villeneuve d'Ascq avec ses nouvelles couleurs. Bonsoir. Quand même si vous n'allez pas courir, vous allez encourager toute cette équipe, cette nouvelle famille dont vous faites partie depuis 9-10 mois. Effectivement, vous avez des bonnes infos. J'ai entendu des noms, ça me donne les frissons là. Je vais enfin avoir une vraie compète d'athlétisme. Donc oui, ça fait effectivement 8-9 mois que j'ai signé au LMA. Donc voilà, 3e club de France et on espère mieux. Enfin voilà, j'ai signé évidemment pour courir et c'est un coup terrible pour moi. Voilà, il y a deux mois à peu près, j'ai fait une petite fracture au pied, donc je reviens. Et j'espère être présent l'année prochaine pour les interclubs parce que ça va vraiment être une belle compète. C'est toujours un grand moment. On sait que vous êtes aussi venu dans le Nord pour chercher un entraîneur, Alain Ligné. Comment ça se passe avec lui ? Ouais, en fin de compte, je l'avais déjà trouvé avant et c'est lui qui m'a ramené dans le Nord. Alors, avant de signer à Lille, en fait, j'avais déjà l'habitude de venir
venir courir ici. Si vous voulez tout savoir, à la gauche de la caméra, il y a un athlète qui s'appelle David Verbruge et il est là. J'étais déjà présent avec lui, je m'entraînais de temps en temps quand je remontais. C'était la suite logique pour moi de signer au LMA, donc voilà. Quand est-ce que vous allez faire votre rentrée? Début juillet? Je vais faire ma rentrée quand je serai prêt. J'espère le 6 juillet à Lausanne peut-être, ou alors le 12 juillet à Monaco. C'est l'idée. Votre objectif, il est clair, c'est garder votre titre de champion du monde, ces championnats qui auront lieu au Qatar fin septembre? Oui, c'est l'idée. On vient défendre son titre. Je vais essayer de faire la même chose que l'équipe de France de foot, aller chercher la 2e étoile. Eh bien, elle sera très belle et on l'espère en tout cas pour vous. Merci beaucoup Pierre-Ambroise Boss d'avoir été avec nous en direct. Le cyclisme à présent, les 4 jours de Dunkerque, retour sur la côte pour nos coureurs. Une arrivée au Portel remportée par Brian Coquard, sa 6e victoire sur cette épreuve. Le maillot rose change d'épaule. Jean-Marc Devray, Jean-Luc Rossi. Ce matin à Fort-Baron-Plage, Dylan Groenewegen s'attendait à perdre son maillot rose. Les punchers comme Christophe Laporte comptaient bien profiter du circuit final très physique autour du Portel. Cette étape très vallonnée sera animée par 3 coureurs, le français Clément Carizet, l'espagnol Urgo Berrade et le wallon Lionel Davigno. Les 3 courageux compteront jusqu'à 12 minutes d'avance sur un peloton qui attend l'arrivée sur le circuit final pour déclencher les hostilités. Je pense que si on est 6 ou 7, il y a moyen d'aller plus loin, mais ils ne nous auraient pas laissé autant d'avance. Donc c'est le peloton qui décide et ils savent très bien s'ils nous laissent 11 minutes qu'ils savent reboucher à temps s'ils commencent à temps, quoi. Tamigno et Carizet seront rejoints à 10 km de l'arrivée sous la pulsion du Cambrésien Quentin Jorigui qui secoue le peloton. Les hommes forts se regroupent dans le dernier tour et se disputent la victoire finale. Dans le faux plat, Brian Coquard, vainqueur des 4 jours en 2017, s'impose devant Clément Venturini, le vainqueur 2018. C'est une belle journée collective, même si dans le final j'étais tout seul devant. Un tour auparavant, il y avait un groupe de 20, on était 3, donc j'ai toujours été bien épaulé. Et puis j'ai su conclure le travail. Comme prévu, le maillot rose change d'épaule. Michael Nissen succède à Dylan Groenewegen, mais la course va certainement se jouer demain. Une étape de 180 km qui partira de Gravelines pour se terminer à Kessel avec 8 tours du circuit du Géant des Flandres. On connaîtra peut-être demain le nom du vainqueur définitif. Voilà, et on a quelqu'un qui connaît bien les prononciations. Bonsoir, Dick Hanegard, vous êtes avec nous. Ça vous plaît le cyclisme ? J'ai un vélo électrique. Pour monter les côtes, ça va plus vite. Alors, on vous reçoit parce que le festival Oisem l'accordéon démarre demain pour quasiment 3 semaines. Et le premier temps fort, eh bien, il est avec vous demain soir à 18h. Vous allez chanter ici avec une autre tête d'affiche. Arnaud, j'imagine que ça vous fait très plaisir, vous qui avez vécu ici une 12aine d'années, de revenir dans le Nord et revenir à Lille. Oui, Oisem, et j'habitais Oisem. Arnaud, il est d'Ostende, mais ils viennent de Bruxelles. Et en effet, c'est des navettes qu'on faisait souvent, oui, lui et moi. Bruxelles, c'est un peu le centre du monde quand même. Et Oisem, le centre du tiers-monde, on va dire. Qu'est-ce que vous aimez retrouver dans ce quartier, dans la ville de Lille en général ? J'en viens et franchement, c'est animé, quoi. C'est des vraies rues quand même, avec des vieux, des jeunes, des gens de tous les pays. C'est un peu le bordel, mais j'aime bien. Je veux dire, je vais aller au marché dimanche matin parce qu'on trouve de tout. On trouve des vieux livres, on trouve des légumes frais. Voilà, enfin, c'est cet écart qui m'intéresse. Ouais. C'est vivant et vous y avez vos habitudes. Alors, tout à l'heure, à Tournai, en Belgique, vous étiez en répétition. On sait qu'il y a des chansons qui traversent le temps. On va écouter ensemble Bruxelles. On écoute Bruxelles ensemble, voilà. Ouais, Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Et je sens que son amour est gris, et puis l'homme me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Votre relation avec ce festival de Oisem l'accordéon, quelle est-elle ? C'est une vieille amie ?
C'est Claude Vadas qui avait le théâtre Biplan qui m'a un peu sorti de la mouise quand même, parce que je suis arrivé à Lille un peu sans contrat, sans travail. Et c'est ici que j'ai repris, je ne me rappelle plus du quatuor, mais j'ai en tout cas créé beaucoup de choses à Oisem avec Claude Sicre. C'est un peu le Claude Vadas de Toulouse qui fait les Fabuleux Troubadours. Mais Claude Vadas est donc aujourd'hui un directeur comme moi, avec un peu de ventre. Mais on s'est connus il y a 35 ans, en effet, autour de cette création. Vraiment, aujourd'hui, on crée du lien. Et nous, donc, en effet, depuis 35 ans, on développe, on va dire, cette culture populaire, oui. Qu'est-ce qui vous fait chanter aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inspire? Toujours les villes? Maintenant, je vis à la campagne, j'ai des poules, j'ai des lapins, des pigeons. Et non, je suis un enfant de la ville. D'ailleurs, mon dernier album s'appelle 12 villes, 12 chansons. Ouais. Et donc, qu'on a été enregistré à Sofia, sur lequel il y a une chanson qui s'appelle Lille. Claude, il veut pas trop que je la chante parce que j'ai dit qu'il pleut. Et ici, on a... Toujours du beau temps ici, bien connu. Ça le caractère. Il pleut deux fois dans l'année, ça dure 6 mois. Bon. Mais donc, Lille, oui, c'est une des chansons d'une ode à la ville, mais j'ai toujours rêvé de campagne. Et depuis, d'ailleurs, j'ai quitté... la région, hein. Vous êtes parti au sud, Cap au sud. J'ai écrit un article qui s'appelle Lille, ville morose. Bon, Pierre Morose, pour maintenant habiter au sud de la ville rose, quoi. Mais près des Petites Pyrénées, il y a un peu plus de soleil. En tout cas, le public lillois sera donc ravi de vous retrouver demain soir à 18h au Parc Matisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dick Hanegaard. Merci aux flonflons. Hein, évidemment, on n'oublie pas les flonflons. Ils viennent de Bruxelles en train, hein, quand même. Demain matin, voilà. Tout l'orchestre dans le train, c'est vraiment une belle initiative. Alors, vous avez compris, en face de vous, on a la spécialiste de nos idées de sortie. Bonsoir. Oui, il ne faut pas manquer ce train Bruxelles-Lille demain à partir de 10h avec plein de concerts dans les villes. C'est pas prévu. Non, Bruxelles-Lille. Ils peuvent venir, mais leur tour n'est pas garanti. Voilà, un train avec beaucoup de chanteurs. On laisse quand même la surprise à nos téléspectateurs. Alors Christine, on va découvrir d'autres idées de sortie avec vous. On va commencer avec votre coup de cœur. Oui, et mon coup de cœur, bien sûr, pour la Nuit européenne du musée, la 15e édition de ce rendez-vous culturel incontournable et européen, puisque 30 pays y participent. La plupart des musées, en plus, sont gratuits. C'est vraiment l'occasion de découvrir, de vivre ces musées en nocturne, avec des animations assez inédites, des concerts, des illuminations sur les façades. Alors, quelques exemples dans la région. Le Louvre-Lens vous propose, par exemple, un grand jeu de piste en famille sous le signe d'Homère, son exposition phare du moment, au Lam, à Villeneuve-d'Ascq. Là, on vous plongera dans l'obscurité pour vivre justement avec des torches à la main, découvrir les sculptures de Giacometti. Et puis, autre exemple également encore au centre historique minier de Leeuwarden, des musiciens-chanteurs de la compagnie Tierlaine viendront animer les expositions, pendant qu'en extérieur, la fosse d'Ellois recevra des percussionnistes urbains qui viendront faire de la musique sur des tambours, des bidons de 220 litres. Et également, il y aura de magnifiques illuminations sur les bâtiments de la fosse d'Ellois. Tout ça, ça se passe donc demain à partir de 18h jusqu'à minuit. Permission de minuit accordée dans les musées. On la prend, la permission de minuit. Alors, un autre rendez-vous à ne pas manquer, il est écolo. Demain, je peux courir avec mon sac poubelle. Oui, là, c'est ça, exactement. C'est le principe de EcoRun, cette course citoyenne. Alors, le principe, courir ou marcher, pour ceux qui n'ont pas envie de courir. Mais le principe, c'est surtout de ramasser les déchets qui sont sur votre passage. La première édition, au mois de décembre, a permis de ramasser jusqu'à 600 kilos de déchets en 1h30. Le rendez-vous est donné dimanche à 9h à la citadelle d'Arras. Et il faut noter que les villes périphériques participent également à cette course pour cette 2e édition. À Tourcoing, les rues seront joyeuses. Oui, avec ce grand rendez-vous après 3 années d'absence, c'est le grand retour de ce festival de théâtre de rue, des troupes, des compagnies théâtrales nationales et internationales qui vont venir mettre l'ambiance dans le centre-ville de Tourcoing. 12 000 spectateurs sont attendus et bien sûr tous ces spectacles sont gratuits. Merci beaucoup Christine. Alors c'est la fin de cette édition. À suivre la météo, votre édition nationale présentée par Stéphane Lippert. À la une, Parcoursup et les premiers bugs de la plateforme d'accès aux études supérieures. Des candidats ont reçu par erreur des réponses favorables avant d'être placés sur liste d'attente. Demain, c'est Mathieu Rapès qui vous...